Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Le climat macroéconomique mondial continue à fluctuer. Une incertitude économique mondiale dont on ne peut anticiper la trajectoire. Inflation, hausse des taux d'intérêt, baisse du pouvoir d'achat, guerre en Ukraine, guerre au Moyen-Orient, élection américaine avec victoire de Donald Trump. Comment se place le Maroc dans cette conjoncture économique mondiale? Quelles perspectives pour l'économie en 2025? On en parle aujourd'hui avec M. Abdelghani Yomni. Vous êtes économiste et expert des politiques publiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est réciproque, Madame Mariam Khamlichi, et merci pour l'invitation encore une fois. Toujours un plaisir de vous avoir. Alors on va commencer par parler un petit peu de l'économie mondiale avant de se concentrer sur le Maroc et ce chiffre de 3,2% de croissance en 2025 anticipé par le Fonds monétaire international, un chiffre inchangé par rapport à 2024. Donc est-ce qu'on peut parler d'une stabilité de l'économie pour cette année 2025 ? Oui, alors dans votre introduction, vous avez parlé de l'incertitude. Alors on reste dans l'incertitude, on navigue pas trop à vue, mais il y a une donne qui change, c'est qu'on n'est plus dans une incertitude géopolitique, on est dans une incertitude économique. L'économie revient. Surtout avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une incertitude. La géopolitique s'est déconnectée de l'économie, à raison. Et aujourd'hui, nous avons donc de l'économie qui revient avec des guerres commerciales, avec des guerres de monnaie. Vous avez raison sur le 3,2%, le chiffre avancé par le FMI, sauf que c'est très hétérogène parce qu'il faudrait regarder les États-Unis, donc ils vont être à peu près autour de 3,5%, la Chine autour de 5% et l'Inde est à 10%. Mais l'Union européenne est absente de cette croissance économique parce qu'elle enregistre une croissance économique de moins de 1,2%. Ça, c'est les prévisions de 2025. Des projections qui pourraient encore changer? Elles ne pourront pas beaucoup changer parce qu'elles pourront changer, mais pas dans le sens positif, dans le sens négatif, particulièrement pour l'Union européenne et peut-être pour la Chine à cause des pressions de la future administration américaine. Et pourquoi aujourd'hui l'Union européenne semble être en difficulté? Alors, l'Union européenne semble en difficulté parce que, d'abord, elle n'a pas construit une entité économique, une entité de défense, une entité sociale, une entité fiscale. Donc, aujourd'hui, les 27 pays payent le prix de leur déchirement et aussi de l'hégémonie allemande parce que l'Allemagne a voulu l'euro et l'Allemagne aussi a voulu être le leadership sur l'économie. Et aussi, l'Allemagne a beaucoup profité des relations avec la Russie sur les coûts très bas de l'énergie. Donc l'Allemagne a beaucoup profité de l'Union européenne parce qu'elle a imposé son rythme. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs dommages collatéraux en 2008 avec la crise de la dette. Et aujourd'hui, il y a des dommages collatéraux qui sont beaucoup plus puissants comme la France. Mais l'Allemagne aussi est un dommage collatéral. Alors pourquoi l'Union européenne? Alors l'Union européenne vieillit, l'Union européenne se désindustrialise, l'Union européenne a délocalisé, l'Union européenne a passé la défense au second plan et l'Union européenne accumule la dette. Donc, tous ces problèmes font qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est plus compétitive, elle doit se réinventer. C'est ce que Mario Draghi a dit dans son rapport. Il dit que pour l'Union européenne rattrape les investissements colossaux de la Chine et des États-Unis qui investissent plus de 1 000 milliards chacun dans les énergies du futur, dans les technologies du futur, dans l'intelligence artificielle. Et il faut mettre sur la table chaque année 800 milliards d'euros pendant 15 ans. On est loin du compte. Exactement. Pour le moment, vous l'avez dit tout à l'heure, donc on s'attend à certains chiffres, une stabilité en tout cas de ces chiffres. Ils ne vont pas aller à la hausse, mais des chiffres qui peuvent reculer, donc être impactés par peut-être, vous disiez tout à l'heure que l'économie et la géopolitique se sont déconnectés, mais maintenant, en ce qui concerne tout ce qui se passe au niveau géopolitique, embrasement régional au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine qui persiste,
Et comment est-ce que ces événements peuvent impacter? Honnêtement, ils n'interviennent plus sur l'économie. Quels sont les risques? Là, on est revenu, non, avec pas seulement Donald Trump, mais avec les évolutions. Je pense que l'économie mondiale et le FMI et la Banque mondiale ont été très attentifs à ces changements. On a fermé la vanne du géopolitique. Et là, on est revenu à l'économie. Et avec Donald Trump, ça va être plus parce que les marchés financiers qui étaient absents depuis 3 ans, depuis le Covid, se sont réveillés. Des marchés financiers qui sont très optimistes, effectivement. Ils sont très optimistes aux États-Unis. Il y a eu 1800 milliards de dollars qui ont migré sur les 2 premières semaines de l'élection de Donald Trump de l'Europe et de l'Asie vers les États-Unis. Sans parler des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est une autre histoire. On n'a pas les chiffres parce que c'est un marché entre guillemets informel. Mais 1800 milliards, c'est énorme, ce qui a fait que l'euro a grimpé. Et là, on s'approche petit à petit vers une parité entre l'euro et le dollar, avec des taux d'intérêt américains qui ne vont pas baisser, qui vont rester élevés. Donc, ils vont toujours attirer du dollar et attirer des investisseurs, parce que c'est comme ça. Et puis, avec de l'euro qui se déprécie, et la Banque européenne qui va devoir baisser ses taux d'intérêt pour créer de la croissance. Ça veut dire qu'on va vers 2025 vers un euro plus faible, un dollar plus élevé, des marchés financiers en Europe plus faibles et des marchés financiers aux États-Unis beaucoup plus puissants. Et la spéculation financière reviendra. Donc, des perspectives pour l'instant, on va dire stables. Oui, stables, mais économiques. Pas géopolitique. Perspectives économiques stables. Si on devait parler du Maroc, comment il se place aujourd'hui dans toute cette conjoncture internationale? Comment pourrait-il être impacté? Alors, le Maroc ne sera pas impacté négativement de ce qui se passe parce que le Maroc, d'abord pour parler du dirham, hein, donc la monnaie marocaine, elle est ancrée sur un panier de devises 60% euros et 40% dollars. Donc l'appréciation du dollar fait une dépréciation de l'euro. Et donc nous avons des importations de matières premières. La facture énergétique en dollars, elle sera plus chère, mais nous avons des exportations de phosphate. Donc on récupérera. Deuxièmement, au niveau de l'Europe, l'Europe sera moins chère. Donc, sur nos importations, ils seront moins élevés. Sur les exportations, ils ne ramèneront pas. Donc, le Maroc va se retrouver pour l'instant, si les variations des 2 devises ne sont pas importantes. Deuxièmement, sur la facture énergétique, je vous ai dit que la géopolitique s'éloigne, l'inflation aussi. Le prix du pétrole et du gaz ne bougera pas beaucoup. Parce qu'on a vu, même avec la guerre, ça n'a pas bougé. Les céréales aussi ont baissé parce que le Maroc diversifie. Donc, par contre, sur la crise de l'Union européenne économique, avec une croissance plus faible, on sera impacté. Je rappelle à vos personnes qui regardent cette émission que la croissance économique du Maroc, on a une partie pluviométrie, c'est 1,5 point. Une partie Europe, 1 point, ça fait 2,5. Et puis une partie activité économique du Maroc. Donc on perdra peut-être 0,3 points sur l'Europe. Si on a une année pluviométrique faible, on perdra 0,2 points. Donc on sera à 2 points des 2,5. Là, aujourd'hui, en tout cas, Banque le Maghreb table sur un taux de 4,5% de croissance. Oui, moi je suis plus sur celui de Banque le Maghreb 4,5 que du 4,8 du gouvernement. Voilà. Donc un taux positif. Oui, boosté par les chantiers de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Ce sont des investissements publics sur les infrastructures qui vont créer de l'emploi et de la richesse et ça va booster la croissance. Sur les 4 prochaines années, là aussi, on aura 1 point de Coupe du Monde sur 4 ans. Et en ce qui concerne l'inflation, on anticipe également une inflation qui reste limitée à 2%. Vous le disiez tout à l'heure, maintenant on s'éloigne un petit peu de l'inflation. On se retrouvera plus dans cette, on va dire cette crise telle qu'on l'a connue il y a 1 ou 2 ans. Oui, alors il y a une lueur d'espoir et puis il y a quelque chose de très positif qui se passe ces derniers mois. C'est la baisse du prix à la pompe, du gasoil et de l'essence. Ça impacte la cherté de prix et de l'inflation. Et le pouvoir d'achat, bien évidemment. Écoutez, en 2022, on était à 18 dirhams le prix du gasoil et de l'essence. Là, on revient à des chiffres beaucoup plus acceptables de 11 dirhams. Ça fait du pouvoir d'achat pour le consommateur. Ça fait des prix moins élevés pour les prix des fruits et légumes et tous les prix. Ça fait du coût du transport qui baisse. Ça va éloigner un petit peu la cherté de vie
pour les ménages marocains et ça va redonner un peu de pouvoir d'achat. En plus des décisions qui ont été prises sur le PLF 25, bon, elles ne sont pas énormes pour moi. L'impôt sur le revenu. Oui, sur les tranches, sur le 1 point on passe de 38 à 37, c'est un début, mais aussi la défiscalisation des personnes qui gagnent 6 000 dirhams de revenus, qui ne vont plus payer d'impôts. Je pense que c'est des signes de pouvoir d'achat. Et moi, j'ai toujours, et je trouve que ce n'est pas très négatif ce qui se fait sur les finances publiques, et il vaut mieux investir dans les infrastructures que distribuer de l'argent avec des transferts monétaires à la population, parce que ça ne crée pas de développement. Vous le disiez tout à l'heure lors de cette émission à plusieurs reprises, donc l'économie et la politique sont dissociées. Et la géopolitique. Et la géopolitique. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que l'année 2025 est une année de rupture depuis les multiples crises qu'il y a eu depuis la pandémie? Ensuite, il y a eu les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, et donc l'inflation et toutes les conséquences que ça a eues. Maintenant, est-ce qu'on va vers la relance? Une économie florissante, peut-être pas en 2025. Vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez cité deux mots, le mot rupture, le mot relance. Oui, on revient à l'économie réelle. Et je pense que c'est aussi le credo de Donald Trump. On va à l'économie réelle. C'est sûr qu'il y aura des guerres économiques et des guerres fiscales et des guerres de monnaie entre la Chine et les États-Unis et l'Europe. Mais en tout cas, on revient sur le plan mondial à une économie qui est déconnectée de la géopolitique. Et je pense qu'on va faire le premier pas sur la marche d'une relance économique mondiale, c'est une intelligence des dirigeants de ce monde. Et le Maroc se place aujourd'hui, en tout cas, de manière positive dans cet élan. Oui, le Maroc, il est à l'image de sa position géographique. Vous voyez, c'est une position stratégique sur le plan géoéconomique, sur le plan géopolitique. Le Maroc attire des chaînes de valeur globales, attire. Ce que nous avons besoin encore du Maroc, c'est trouver la recette pour élever notre capital humain, pour être la Malaisie ou l'Indonésie ou Singapour du continent africain. Si on trouve cette recette, je pense. Mais nous avons tous les ingrédients aujourd'hui pour. Merci à vous, M. Abdelghani Yomni. Je rappelle que vous êtes économiste et expert des politiques publiques. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.